Bonjour Sarah Knafo. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes eurodéputée Reconquête. Beaucoup de sujets, Sarah Knafo, ce matin. Et avant de parler d'actualité nationale, évoquons ce qui se passe avec la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Les rebelles islamistes, avec à leur tête un ancien d'Al-Qaïda, ont chassé la famille Assad. La France se félicite et évoque un état de barbarie qui est tombé avec Bachar al-Assad. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que la position française ? Écoutez, je vais être un peu moins naïve peut-être parce que j'ai travaillé à l'ambassade de France en Libye. Et je suis un peu revenue de toutes ces illusions, de se dire un dictateur est tombé, fantastique, il y aura la démocratie demain. C'est pas sûr. Vous avez cité le profil de monsieur Al-Jolani. Je suis pas certaine que demain, on se réveillera pas en se disant voilà le grand démocrate. Ce sera pas une démocratie suédoise demain, la Syrie. Donc il est possible qu'on se réveille demain avec en réalité la charia qui sera mise en place, avec un traitement des femmes qu'on devra tous condamner dans peu de temps. Donc moi, je ne serai pas aussi optimiste en sautant de joie comme la diplomatie française, parce qu'il faut se souvenir de ce qu'on a vu ailleurs, parfois de ce qu'on a fait ailleurs. Je vous ai cité la Libye, on pourrait citer aussi l'Iran du Shah, au moment où on s'est dit maintenant ce sera la démocratie, et finalement on a vu que c'était la révolution islamique. Effectivement. Donc là, vous craignez, Sarah Knafo, la reconstitution d'un califat islamique. Oui, bien sûr, c'est ce que tout le monde peut craindre. Alors on verra, là il faut garder du sang-froid. La situation est ce qu'elle est. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, la France ? Et qu'est-ce qu'on doit regarder ? Il y a 3 sujets. Les migrations, évidemment, les chrétiens d'Orient et le terrorisme. C'est les 3 sujets qui doivent nous occuper dans les mois qui viennent. La situation est loin d'être terminée. Ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est un peu une sorte d'effet domino qui a commencé le 7 octobre avec Sinoir qui a attaqué Israël. Et dès le lendemain, le Moyen-Orient s'est mis à bouger. Donc on voit que c'est un ensemble où chaque pièce dépend l'une de l'autre. Tout est en train de bouger. Il y a des équilibres qui sont en train de s'effondrer. L'histoire n'est pas terminée, donc il faut regarder ça attentivement, voir ce qui va se passer. Pour ce qui est des migrations, j'entends beaucoup qu'il y a un risque de déferlement migratoire. Et j'ai un peu l'impression que pour tout le monde, les migrations, c'est un phénomène météorologique. Ça nous tombe dessus, on peut rien faire, comme si c'était une fatalité, divine. Selon vous, s'il y a une crise migratoire d'ampleur avec les Syriens demain ? C'est pas une fatalité. Pourquoi il y a eu une crise migratoire ? Elle a déjà eu lieu, la crise migratoire, en 2015. Parce que Mme Angela Merkel a dit on est prêt à en accueillir 1 million. Il y a une crise migratoire si on décide d'ouvrir nos frontières. Si demain l'Europe dit d'une seule voix, on ne veut plus accueillir de Syriens. On en a accueilli en 2015, on a vu, ça a donné Cologne. Sans façon, non merci, on n'en accueillera plus d'autres. Donc moi j'ai plutôt un espoir inverse que la déferlante migratoire, c'est de dire à tous ces gens qui sont arrivés en 2015, parce qu'ils avaient peur de Bachar el-Assad. C'est ce qu'ils disaient quand ils demandaient l'asile en Europe, ils disaient on est menacé par le régime de Bachar el-Assad. Il n'y a plus Bachar el-Assad, vous pouvez rentrer dans votre pays. Oui, mais ils vont vous dire regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est M. Al-Jolani, justement, qui appelait tous les Syriens à revenir sur le sol de Syrie. J'ai vu en Turquie, vous savez qu'il y a 3 millions de Syriens qui sont venus en Turquie à partir de 2015, et d'ailleurs que chaque année, Van der Leyen leur donne des milliards d'euros pour les garder chez eux. J'ai vu hier qu'il y avait des bouchons à la frontière parce qu'ils voulaient rentrer en Syrie. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Qu'ils rentrent en Syrie, qu'ils aillent reconstruire leur pays, reconstruire leur démocratie, c'est tout ce qu'on peut attendre. Vous savez, quand on dit parfois, il y a le droit d'asile qui est dévoyé. C'est qu'on a l'impression que les gens viennent chez nous parce qu'ils se disent menacés, mais dès qu'il n'y a plus de menaces qui pèsent sur eux, ils ne repartent pas. Mais soyons clairs, Sarah Knafo, ça veut dire demain, si véritablement, et malheureusement le risque est réel avec ces rebelles islamistes, il y a la charia qui est appliquée, il y a un califat islamique et que des femmes, et puis plus tard certainement aussi des hommes demandent l'asile, il faut fermer la porte. L'Europe doit dire non, on ne peut plus. Il faut laisser les Syriens se choisir leur régime. On dit que c'est le retour de la démocratie, on voit toute l'Europe qui s'en réjouit, il faut qu'ils soient conséquents. S'ils pensent que demain c'est la démocratie, qu'ils laissent le peuple syrien aller faire sa propre démocratie, construire son propre pays. C'est tout ce qu'on peut espérer, même pour la Syrie. Retour en France à présent. Pas de fumée blanche pour la nomination d'un Premier ministre, mais ce devrait être plus rapide que la fois dernière, nous dit-on. Emmanuel Macron a lancé, vous le savez, un nouveau round de consultation à l'Élysée qui tente, Sarah Knafo, de faire divorcer socialistes et insoumis. De votre point de vue, de manière générale, qui s'est montré à la hauteur de ce moment inédit depuis et avec la censure ? Qui ? Est-ce que vous pourriez citer quelqu'un qui s'est montré digne des défis existentiels de notre pays ? Déjà, merci de parler de défis existentiels parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est-à-dire de défis qui menacent l'existence même de notre pays. Pas sa place dans le monde, pas sa puissance. Si vous voulez, il y a des gens qui sont en train de construire des fusées et des porte-avions ailleurs dans le monde. Et nous, nos questions, c'est est-ce qu'on peut sortir sans se faire agresser ? Est-ce qu'on peut avoir des services publics qui marchent un tout petit peu mieux, des hôpitaux qui fonctionnent ? Est-ce qu'on peut ne pas attendre 9 heures aux urgences ? C'est ça nos questions. C'est triste quand même pour la France.
Et face à tous ces défis existentiels, comme vous l'avez dit, le mot, enfin, j'aurais utilisé le même, face à tout ça, les politiciens nous ont ressorti la 4e République. Donc, est-ce que je peux vous dire... Les politiciens, dites-vous. Hein. Toute la classe vous les politique. mettez tous dans le même sac. Tous dans le même sac. RN, la France Insoumise. Tous, mais comme tous les Français d'ailleurs. Vous regardez les Français, vous leur demandez qu'est-ce que vous pensez de la classe politique. J'ai vu un récent sondage, ils rejettent la classe politique à 90%. Parce qu'ils se disent bien, mais est-ce que c'est pas au moins possible de s'entendre? Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas alignés. Michel Barnier, ce qu'il nous proposait, c'était indigne de la situation. On en parlera avec plaisir. Face à ça, il fallait le faire plier. Il fallait au moins s'entendre sur quelque chose. On peut obtenir des petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, quand les Français regardent ça, ils se disent ils sont même pas capables de s'entendre. Que je vous comprenne bien, vous êtes sur la politique des petits pas, quitte à obtenir des petites modifications dans le budget, mais vous estimez qu'il n'y a pas de gagnant ou de gagnante, puisque beaucoup ont vu en Marine Le Pen celle qui s'est placée au centre du jeu et qui est capable aujourd'hui de lever le pouce ou de le descendre pour tout gouvernement. Moi, je pense pas comme ça. C'est-à-dire que je trouve qu'on meurt de cette politique. On se demande à chaque fois... Qui sort gagnant de la séquence? Qui a gagné ou perdu un point de sondage après la séquence? Qui a tiré son épingle du jeu? Vous dites aller au centre du jeu, mais est-ce que le but, est-ce que c'est une affaire personnelle? Est-ce que le but, c'est d'être soi-même au centre du jeu? Je vous pose la question. Est-ce que la censure a été votée pour des enjeux politiciens? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le but, c'est pas de mettre tel ou tel politicien au centre du jeu. Le but, c'est de mettre le bon sens au centre du jeu, de mettre les Français au centre du jeu, de mettre les réformes qui sont nécessaires au centre du jeu. Ça, pour moi, c'est le seul et unique but de la politique et la seule raison pour laquelle la politique peut être noble. Alors, quand je vois la situation aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a tiré son épingle du jeu ou pas? Je dis, les Français pensent pas comme ça parce que eux ne jouent pas. Ils se disent pas est-ce qu'on a gagné, est-ce que quelqu'un a gagné, est-ce que quelqu'un a perdu. Pour eux, c'est pas un jeu. Quand ils voient le pays à l'arrêt, ils se disent juste, vous voyez ces images, ils sont pas capables de s'entendre, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on est? On est un pays du tiers-monde pour pas savoir voter un budget. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas de budget. Vos mots sont forts, hein. Pays du tiers-monde pour pas savoir voter un budget. La situation est grave. La situation est grave. Aujourd'hui, on a une économie qui est en train de s'écrouler sur elle-même. Et face à ça, on a des jeux de partis, on a des politiciens qui veulent pas en voir d'autres gouvernements, d'autres qui veulent voir leurs copains et pas. Enfin, je trouve que c'est pas au niveau. Pour Reconquête, il y en a peut-être un qui est au centre du jeu, puis après on va arriver aux questions de budget et plus largement aux Français qui souffrent. C'est Emmanuel Macron, c'est ce que Reconquête, en tout cas votre parti dit. Est-ce que vous estimez que finalement la censure l'a mis au centre du jeu? Il y a encore quelques jours, certains parlaient de sa démission. Vous voyez, au tout début de l'interview, vous avez parlé de fumée blanche. Voilà, on compare carrément Emmanuel Macron au pape, parce que monsieur, maintenant, doit choisir qui va être Premier ministre. Est-ce que c'est un Premier ministre de droite, de gauche, technique, pas technique? C'est lui qui décide s'il va dissoudre. Est-ce qu'il va dissoudre en juillet, en septembre, en octobre? S'il veut pas dissoudre, il ne dissout pas. D'ailleurs, la Constitution lui laisse tout le pouvoir. C'est prérogatif. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait un paradoxe à cette censure. LFI, le RN, ils ont été nombreux. Et on n'accuse personne en particulier. Quand je dis la classe politique, c'est dans son ensemble. Ils ont été nombreux à vouloir, je cite, mettre une claque à Macron. Et je dis, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on a voulu lui mettre une claque et finalement, on l'a remis au centre du jeu. Alors, qui a eu la claque? On était dans un système, tout le monde. Franchement, les Français. C'est les Français qui ont eu la claque, malheureusement. C'est ceux qui attendent, c'est les agriculteurs qui se disent, on n'aura encore rien. On a attendu, on n'aura encore rien. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on était dans un système, encore la semaine dernière, où le RN avait les clés en main. Il pouvait dire à Michel Barnier, si tu ne fais pas ça, je te censure. Désolée de parler de façon familière, mais la censure, c'était une forme d'arme nucléaire, de dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, on pousse pour obtenir ce qu'on veut en menaçant, si tu ne fais pas ça, à la fin, je peux censurer. Mais le principe de la dissuasion nucléaire en France, c'est de ne pas l'utiliser. C'est ne pas l'utiliser à la fin. Donc vous estimez que c'est une faute politique de la part de Marine Le Pen? Non, je ne vais pas utiliser des mots aussi forts que ça. Vous ne l'auriez pas fait. Je dis ce qui est dommage. J'aurais essayé de faire ça différemment en amont, d'obtenir des choses pour les Français. Je dis ce qui est dommage, c'est qu'on passe d'un système où le RN avait les clés à un système un peu inconnu où c'est Macron qui décide. Et si par exemple demain Macron décide de gouverner avec les centristes, c'est-à-dire macronisme 2.0, LR, PS et ce qui reste du bloc macroniste, demain le RN n'aura plus les clés. Même avec LFI, ils ne formeront pas la majorité pour censurer. Et je dis c'est dommage d'avoir pris ce risque de perdre les clés qu'on avait hier, alors qu'hier, ils auraient pu obtenir des petites choses. À vous entendre, c'est quand même une mauvaise stratégie politique. C'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui compte, c'est la suite. Ce qui compte, c'est après. Pour moi, la question n'est plus est-ce qu'il faut censurer, pas censurer, c'est maintenant comment on fait. Quel budget on obtient? Alors parlons-en. Quelles dépenses on supprime? Sarah Knafo, parce qu'en attendant, la colère monte, en particulier celle des agriculteurs qui se sentent, pardonnez-moi le mot, baladés par les promesses des politiques sur le Mercosur
Mercosur, qui n'est pas encore au bout du processus, je le précise, de ratification. Alors, mis à part le fait de dénoncer l'attitude de Mme Ursula von der Leyen, est-ce que nous avons, Sarah Knafo, encore les moyens d'agir? Est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre pour des mesures de rétorsion pour que ça ne soit pas acté définitivement? Oui, forcément. Lesquelles? On a les moyens, on a toujours les moyens, on est la France, on est un grand pays, on est le deuxième pays le plus important d'Europe, j'espère demain le premier, en passant devant l'Allemagne. D'abord, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut savoir que ce Mercosur, il est négocié depuis 1999. Ça fait bien longtemps qu'il est en négociation, que la classe politique dans son ensemble, ceux qui ont dirigé la France, n'ont pas su l'arrêter. Et on a Mme von der Leyen qui, là, essaye de passer en force, qui a signé le traité. La première erreur qu'on a faite, historiquement, c'est d'avoir laissé à la Commission le pouvoir exclusif des négociations commerciales. Ça, c'est une première erreur parce que ça fait que cette dame, la reine de Bruxelles, peut être autorisée à aller, madame, à Montevideo et signer comme ça, au nom de toute l'Union européenne, un traité. Première erreur. La deuxième erreur, c'est d'avoir voté pour elle, c'est de l'avoir fait élire. Qui a fait voter pour elle? Emmanuel Macron, il y a 6 ans, qui l'a imposé. Et aujourd'hui, vous avez toutes les macronistes qui sont à Bruxelles qui ont voté pour elle. LR qui a voté pour elle aussi. Quelle est la réalité? Est-ce que vraiment le PPE, donc qui est la droite européenne, a laissé négocier cet accord et a porté quelque part Mme Ursula von der Leyen? Je précise que François-Xavier Bellamy, ici même, nous dit que ce n'est pas le cas. Il a raison, il s'y est opposé, François-Xavier Bellamy. Il y a des gens qui s'y sont opposés personnellement. Mais ce que je vous dis, c'est que en amont, typiquement, c'était aussi la droite du PPE qui a laissé Mme von der Leyen, qui lui a laissé les clés. C'était aussi eux qui l'ont fait élire. Maintenant, elle est en train de profiter d'une situation qui est chaotique pour nous. Je vais vous raconter Elle profite de la presse. Elle profite du vide politique en France aujourd'hui, Mme Ursula von der Leyen. Du vide politique en France qui date d'il y a 7 ans. Donc là, si vous voulez, la censure est venue souligner ce vide. Mais en réalité, si vous voulez, la censure, c'est conjoncturel et nos problèmes sont structurels. Nos problèmes, c'est 3 200 milliards de dettes. C'est le désordre dans nos rues, le désordre dans nos finances publiques, le désordre dans notre économie. C'est des émeutes. Quand elle voit tout ça, von der Leyen, quand elle voit qu'on n'est pas capable de voter un budget, par exemple, elle ricane et elle se dit « mais c'est eux qui vont m'empêcher de faire ce que je veux faire ». Là, c'est une analyse, pardonnez-moi, c'est votre ressenti ou c'est ce que vous voyez d'elle quand vous êtes au Parlement européen? C'est ce que je vois d'elle. C'est ce que j'entends aujourd'hui. C'est ce que je vois d'elle, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends en fréquentant des Allemands, en voyant qu'est-ce qu'ils pensent de la France chez eux, ce qui se dit de la France dans leur presse. Ça, c'est public. Il n'y a même pas besoin d'être dans les arcanes du Parlement pour voir ça. Mais en effet, je connais aussi des gens qui travaillent à la Commission. Je vois leur manière de réfléchir. Leur manière de réfléchir, c'est de toujours défendre les intérêts allemands. Ça, il faut le comprendre. Je vous raconte juste une anecdote pour comprendre. On est en 2010, c'est Nicolas Sarkozy qui est en train de négocier pour qu'il n'y ait pas un nouveau traité de libre-échange qui pénalisera nos agriculteurs. Et à l'époque, il parle avec José Manuel Barroso, qui est le président de l'époque de la Commission européenne. Et Sarkozy lui dit, ça pénalisera nos agriculteurs, il ne faut pas mettre un nouveau traité de libre-échange. Et José Manuel Barroso lui dit, tu ne vas quand même pas sacrifier l'industrie allemande pour quelques poulets. Bien. Donc c'est l'Europe allemande, entre guillemets, leur qui est philosophie, c'est de se dire, il y a une valeur ajoutée qui est plus importante dans l'industrie allemande que chez les agriculteurs. Mais alors comment on change le bateau de direction? Comment on redevient fort? On redevient fort et on dit aux gens, vous ne pouvez plus vous asseoir sur la France. À part les mots, comment on remet de l'ordre dans nos finances publiques, on remet de l'ordre dans nos rues. Oui, mais ça va durer longtemps. Attendez, Sarah Knafo. Est-ce que là, pour le Mercosur, on fait la politique de la chaise vide? Alors, d'abord, je vous réponds, ça ne va pas durer longtemps. Je réponds sur le Mercosur et ensuite je réponds sur pourquoi ça peut ne pas durer longtemps. Sur le Mercosur, on a encore les moyens. Vous l'avez dit, ça n'est pas fini. On peut avoir une minorité de blocage. La France peut décider de bloquer la signature de cet accord, la ratification, avec l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas. Ça, c'est possible. À minima, c'est ça, un certain quantum de population. Exactement. Le deuxième élément, il est possible que la France dise on ne contribue plus au budget de l'Union européenne. On est contributeur net, donc on n'y perdra pas grand-chose, parce que l'Union européenne peut nous dire je vous coupe les aides à la PAC. Bien sûr. On paiera nous-mêmes les agriculteurs. Puisqu'on est contributeur net, on a les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est possible. Ensuite, pourquoi je vous dis ça, c'est pas, il faut pas se dire ça prendra du temps, c'est impossible. On parlait de réformes structurelles, c'est pour cela. Exactement. Regardez l'Argentine. Milei arrive, il a une inflation à 3 chiffres, c'est la catastrophe, un pays, une pauvreté qui explose. Il arrive, en quelques mois, on voit les premiers effets. Le marché locatif qui se libère, regardez sa popularité. On voit que ça peut marcher. Si je puis dire à la tronçonneuse, symbolique, mais il l'a montré pour les dénoncer sur toutes les gabegies aujourd'hui. C'est intéressant ça. Qui peut aujourd'hui arriver et dire voilà, il faut massivement baisser les dépenses partout, il faut dégraisser les différents mammouths au risque de grève monstre. Qui peut l'assumer? Nous. Reconquête, c'est clair, c'est notre programme. Voilà, si ça vous intéresse, il est là. C'est économie, vous méritez toute la vérité, parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Nous, on peut très bien l'assumer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que contrairement à ce que veut nous faire croire la gauche, ce ne sera pas impopulaire. Ce sera impopulaire à l'extrême gauche. Il y aura des manifestations d'extrême gauche, c'est leur profession, c'est leur loisir. Quand vous regardez jeudi dernier les manifestations contre une réforme qui n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas de gouvernement,
Là, vous voyez, le 11 décembre, les cheminots qui ont annoncé qu'ils feraient qui bloqueraient le service public des trains pendant les vacances pour faire plier le gouvernement alors qu'il n'y a plus de gouvernement. Là, on se dit, mais c'est quand même comique, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. On manifeste contre des réformes qui n'ont plus lieu et contre des ministres qui ne sont plus là. Enfin, passons. Donc, à part quelques professionnels de la grève, ce sera des réformes ultra populaires. Je vous ai cité l'exemple de l'Argentine. Il met en œuvre cette tronçonneuse et regardez son taux de popularité. Donc il faut qu'il y ait un Milei français, parce qu'on va beaucoup parler d'un Trump français. Il faut quelqu'un qui aime la liberté économique autant que Milei. Je ne sais pas si on peut tout transposer. Dans un pays où quand même la réforme des retraites n'est pas passée, dans ce pays-là que vous souhaitez qu'est-ce qu'ont fait nos politiciens ? Programme drastique. Nos politiciens demandent aux Français des sacrifices. Vous allez travailler un peu plus. On va vous taxer un peu plus. Comment vous voulez que ce soit acceptable s'ils voient que les premiers concernés ne donnent pas l'exemple ? S'ils voient que les hauts fonctionnaires ne donnent pas l'exemple, s'ils voient que les élus ne donnent pas l'exemple, s'ils voient que l'État ne réduit pas ses dépenses et ses gabegies, comment vous pouvez dire aux retraités français, typiquement, ou à ceux qui allaient arriver à la retraite, ah bah non, ce ne sera pas la retraite, vous allez travailler un peu plus pour gagner 20 milliards d'euros, alors qu'ils voient que dans le même temps, on dépense 15 milliards d'euros dans l'aide publique au développement. Pour mener un tel programme. Quand vous voyez que, je vous donne des exemples typiques, que les allocations sociales non contributives aux étrangers, c'est 20 milliards d'euros. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que ce sera moi qui commence l'effort ? Donc il faut faire des efforts partout. Il faut que l'État montre l'exemple. Il faut qu'il commence. On a des gabegies partout. Moi, c'était mon métier. J'étais magistrate à la Cour des comptes. Je regardais ligne par ligne le budget de l'État. Si vous faites ce travail, c'est dur de garder son sang-froid parce que vous vous dites, mais c'est pour ça que je paye des impôts. C'est dur à dire. Et si je peux ajouter une phrase, parce qu'il faudrait que les Français l'entendent tous les jours, on paye chaque année 1300 milliards d'impôts. Chaque année. Donc, on est le peuple le plus taxé du monde, et même le plus taxé de l'histoire. C'est-à-dire qu'à la fin de cette interview, les Français auront payé 50 millions d'euros d'impôts. Ça, qui a fait quoi que ce soit ? C'est une image édifiante. Et il y a de nombreux défis. Parfois, vous avez dit d'ailleurs que la France était au bord de l'abîme, mais vous ne cédez pas au pessimisme. Peut-être que les images, justement, de ce week-end et du relèvement et de Notre-Dame qui resplendit vous a donné du baume au cœur. Est-ce que vous y voyez ? Est-ce que le relèvement de Notre-Dame, ça peut préfigurer de celui de la France, pour conclure, Sarah Knafo ? Je crois que oui, c'est une très belle image parce qu'on a vu ces professions françaises qui tiennent debout. Enfin, je pense que comme tout le monde, on a eu les larmes aux yeux en regardant cette cérémonie parce qu'on se dit mais quand même quel grand peuple. C'est criminel de ne pas les dévouer, ce que je veux dire, c'est criminel de ne pas tout faire pour que ce grand peuple puisse donner la mesure de ce qu'il sait faire. Quand on voit ces métiers qu'on croyait disparus et qui en fait sont encore là, c'est comme disait le général de Gaulle, il disait les sources ne sont pas taries. On voit les sources de l'intelligence française qui sont encore là. Moi, quand je vois tous les jours des gens qui arrivent à innover, à créer des entreprises, à être des leaders dans l'intelligence artificielle, quand je vois d'autres pays qui y arrivent, je vous ai cité l'Argentine, on est quand même la France. Si vous voulez, il y a des anciennes républiques soviétiques à l'est de l'Europe qui ont vécu 90 ans de communisme. Si j'étais provocatrice, je vous dirais, nous, c'est que 40 ans. Mais ils ont vécu 90 ans de communisme et le lendemain, dès qu'ils ont arrêté, ils ont relevé leur pays, ils ont rempli leurs églises, ils ont réussi à recréer l'âme de leur pays. Donc c'est possible. On est la France, c'est évidemment possible. D'optimisme. Merci Sarah Knafo. C'était votre grande interview. À bientôt. À bientôt.